يقدم لكم هذا البرنامج برعاية موبيليس. موبيليس، معا نصنع المستقبل. Très chers téléspectateurs, vous qui êtes fidèles au rendez-vous économique d'Al24 News, bonsoir et bienvenue au Pro de l'Écho. Ce soir, nous allons vous parler chiffres, en l'occurrence ceux de la croissance mondiale en 2024. La Banque mondiale a publié la semaine dernière son premier rapport de l'année consacré à l'évolution de la plus importante des courbes sur le plan macroéconomique. Et d'emblée, le constat de Bretton Woods, c'est que le monde a vécu la plus faible croissance de PIB sur une demi-décennie durant les 30 dernières années. Et cela ne va pas en s'améliorant car la situation sur le plan géopolitique exacerbe les tensions et pèse de tout son poids sur l'évolution de la croissance mondiale, et ce pour plusieurs facteurs endogènes et exogènes que nous allons tenter d'analyser ce soir. La Banque mondiale voit rouge pour la croissance en 2024. Comme chaque semaine, les pros de l'écho s'emparent du dossier. Et pour débattre de ce fameux rapport, premier rapport émis par la Banque mondiale en 2024 en ce qui concerne les perspectives de croissance mondiale, j'ai le grand plaisir d'avoir avec moi ce soir un expert international en macroéconomie auprès du FMI et de la Banque mondiale, donc des institutions de Bretton Woods. Abdelrahmi Bassaha, bonsoir, merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes en direct avec nous depuis Washington. Bonsoir et mes meilleurs vœux pour 2024 et bien entendu, bonsoir pour tous vos téléspectateurs à travers le monde. Également, professeur, un petit focus sur la région subsaharienne qui affiche des résultats plutôt probants pour 2024. Alors que le monde approche du milieu de ce qui était censé être une décennie de transformation pour le développement, l'économie mondiale devrait enregistrer un triste record d'ici la fin 2024. Il s'agit de la demi-décennie qui aura connu la croissance de PIB la plus lente depuis 30 ans, selon la Banque mondiale. La croissance mondiale devrait de ce fait ralentir pour la troisième année consécutive, passant de 2,6% l'an dernier à 2,4% en 2024, soit près de 3/4 de point de pourcentage en dessous de la moyenne des années 2010. L'économie mondiale a donc fait preuve d'une remarquable résilience malgré une série de chocs. Mais le ralentissement mondial se poursuit. En fait, ce sera la troisième année de ralentissement de la croissance mondiale. Nous verrons une croissance d'environ 2,4%. L'année dernière, elle était de 2,6% et l'économie mondiale reste confrontée à de nombreux risques. 3,8% en 2024, puis 4,1% en 2025. Les perspectives de croissance de la Banque mondiale placent la région subsaharienne sur une pente ascendante à mesure que les pressions inflationnistes s'estomperont et que les conditions financières s'assoupliront, dixit la Banque mondiale. Le rapport publié hier par l'institution de Bretton Woods indique que les projections régionales pour 2024 et 2025 ne changent guère par rapport à celles de juin, mais les chiffres masquent un mélange de révisions à la hausse et à la baisse en fonction des pays. Selon la Banque mondiale, la croissance des premières économies de l'Afrique subsaharienne devrait être inférieure à celle du reste de la région. Les pays moins pourvus en ressources devraient, quant à eux, maintenir un taux de croissance supérieur à la moyenne régionale. À l'exclusion des cadres de l'économie subsaharienne, à savoir le Nigeria, l'Afrique du Sud et l'Angola, la croissance dans la région devrait s'accélérer, passant de 3,9% en 2023 à 5% en 2024, puis se renforcer encore pour atteindre 5,3% en 2025. À certains égards, la Banque mondiale juge que l'économie mondiale est en meilleure posture qu'il y a un an, car le risque d'une récession globale s'est éloigné. La politique budgétaire a tendance à être plus procyclique et plus volatile dans les pays exportateurs de matières premières que dans les autres pays. Pour cette raison, ces économies connaissent des cycles d'expansion-récession et ces cycles pèsent énormément sur la croissance économique.
en mettant en œuvre des politiques budgétaires disciplinées, des règles budgétaires, des taux de change capables d'absorber ces chocs sur les matières premières et bien sûr, l'accès aux marchés financiers internationaux peut faire une grande différence en termes de réduction de la volatilité budgétaire, de la procyclité budgétaire et d'augmentation des perspectives de croissance. Néanmoins, les tensions géopolitiques croissantes, notamment en mer Rouge, pourraient engendrer de nouveaux risques à court terme. Allez, sans plus tarder, place au débat des pros de l'écho. Professeur Abdrahmi Bassaha, alors que le monde est à mi-parcours, justement de ce qui devait être une décennie décisive pour le développement, son économie devrait enregistrer un triste record d'ici 2024, la plus faible croissance du PIB sur une demi-décennie depuis 30 ans, dixit la Banque mondiale. Comment interpréter cette déclaration, professeur? Écoutez, les performances de 2023 et les projections pour 2024 doivent être bien entendu analysées à l'aune des différents chocs que l'économie mondiale a connus depuis une quinzaine d'années, commençant par la crise financière de 2008. Ensuite, nous avons eu la baisse, le choc pétrolier de 2014, suivi ensuite, bien entendu, par le choc sanitaire de 2020, le choc pétrolier qui avait accompagné cette pandémie. Vous avez ensuite le choc inflationniste au moment où l'économie mondiale a rouvert à la mi-2021, suivi par une guerre sanglante en Europe, la guerre d'Ukraine, qui a bien entendu fait plonger les marchés pétroliers, les marchés, je veux dire le marché de l'alimentaire, en raison de l'augmentation et de l'explosion du marché pétrolier, du marché gazier. Suivi en 2023, bien entendu, par la guerre injuste en Palestine. Vous avez donc toute une série de chocs qui ont d'abord donné naissance à l'inflation et bien entendu pesé sur la croissance. Alors 2021, 2022 et 2023 sont des années qui ont été consacrées à la lutte contre l'inflation qui a une double origine, une origine au niveau de la demande et une origine au niveau de l'offre. Donc l'année 2023 a été consacrée essentiellement, de même que 2022, à la lutte pour l'inflation. Et dans ce contexte, vous constaterez que l'inflation mondiale a fortement reculé en 2023. Elle est passée, je vous donnerai 3 ou 4 chiffres, 3,9 aux États-Unis, 3,9 en 2023 aux États-Unis par rapport à 6,5 en 2022, 2,9 en zone euro par rapport à 8,4 en 2022 et 3,9 en Grande-Bretagne par rapport à 9,1. Donc vous avez un mouvement de décélération de l'inflation qui est dû à quoi? Bon, l'exception à ces 3 zones de croissance, vous avez le Japon qui est en déflation depuis 1990 et qui a poursuivi une politique monétaire ultralibérale qui lui a permis de remonter son inflation, puisque maintenant il a 3,3 par rapport à 2,5 en 2022. Deuxième cas d'exception, c'est la Chine. La Chine est entrée totalement en déflation en raison des dégâts structurels causés à son économie par 3 ans de fermeture. Et un chiffre pour la Chine, la progression des prix en 2023 était de 0,7 par rapport à 0,5 en 2022. Alors, qu'est-ce qui explique la décélération des prix? Il y a 4 facteurs. Premier facteur, il y a une gestion de la demande globale par le biais de la politique monétaire. Vous vous rappelez qu'on avait mentionné les ajustements des taux d'intérêt aussi bien aux États-Unis, en Grande-Bretagne, en zone euro et dans tous les pays du monde. Deuxième élément, une gestion de l'offre par le biais de mesures structurelles et budgétaires pour améliorer les chaînes d'approvisionnement mondiales et les offres internes. Troisième élément qui a concouru à une décélération de l'inflation, c'est l'ajustement des marchés de l'énergie et des produits de base aux perturbations causées par la guerre en Ukraine, ce qui a permis de stabiliser les prix de l'énergie et les biens alimentaires. Et dernier élément, un rééquilibrage assez lent toutefois des marchés du travail dans le monde. D'ailleurs, nous constatons qu'aux États-Unis, le marché, je dirais, le taux de chômage est de 3,7, il était de 3,5 en 2022, 6,4 en zone euro par rapport à 6,7 et 4,7 en Grande-Bretagne par rapport à 4,2. Donc, cela a permis d'agir sur les salaires et d'absorber donc l'inflation. Face à cela, il est clair qu'en 2023, face à la lutte contre l'inflation, tout le monde s'attendait à ce qu'il y ait, bien entendu, à ce que la croissance puisse être, bien entendu, en payer les frais. Mais il se trouve que les taux de croissance, l'économie mondiale a quand même, je dirais, été résiliente. Certes, les taux de croissance sont beaucoup moins favorables qu'en 2002 et en 2024, ils le seront d'autant moins
parce que il y avait un arbitrage à faire entre inflation et croissance, mais curieusement, la croissance a tenu. Elle s'est située à un niveau qui est quand même assez faible, puisqu'il est entre 3,5% au niveau de l'économie mondiale, et essentiellement tiré par l'économie américaine qui montre sa propre résilience. Donc voilà un peu la situation en 2023. Vous avez parlé de 2024, oui. La croissance va bien entendu s'affaiblir, mais aussi l'inflation risque de repartir. Alors tous les facteurs qui ont concouru à la décélération de l'inflation vont jouer en 2023, d'accord? Mais il y a deux autres facteurs aussi qui sont favorables. C'est d'abord, en Europe, les stocks de gaz sont très importants, ce qui a permis de faire baisser les prix et qui leur permettra de tenir un hiver rigoureux en 2024. Il y a un deuxième élément. Le marché du pétrole est en train de se retourner. L'augmentation de la production aux États-Unis et dans d'autres pays non OPEP a permis et va permettre de contrer la stratégie de l'OPEP en matière de coupure au niveau de la production pour augmenter les... Donc voilà, c'est 5 éléments favorables. Mais vous avez quand même souligné deux éléments importants. Qu'est-ce qui va pouvoir perturber les projections d'inflation et de croissance en 2024? La géopolitique, j'imagine. Exactement, vous avez la géopolitique qui s'impose et qui va avoir des effets négatifs pour l'instant. Alors, le premier effet géopolitique qu'il va falloir prendre en considération, c'est la fiabilité des routes maritimes principales et la hausse des coûts de transport. D'accord? Je crois que vous avez cité cet élément. Exactement. Tantôt. Alors, vous avez les deux principales voies de transport maritime, c'est-à-dire le canal de Panama. Oui. Le canal de Panama et le canal de Suez qui représentent 10% et 5% du commerce maritime mondial. Ça permet de dégager des recettes de 2,5 milliards pour le Panama et presque 10 milliards pour l'Égypte. Mais il y a un mais. D'abord, pour des raisons climatiques, le canal de Panama voit son trafic baisser. Pourquoi? Parce que les lacs qui alimentent le canal sont en pleine sécheresse. Ça, c'est le premier élément. Pour le canal de Suez, ce sont bien entendu les tensions au niveau du détroit de Bab el-Mandeb liées à la guerre injuste en Palestine qui sont en train de perturber le trafic maritime et bien entendu le nombre de bateaux qui passent par le canal de Suez. Oui. Alors, il est estimé aujourd'hui que vous avez à peu près 30% et 40%. Le canal de Panama a perdu 30% de son trafic et le canal de Suez, 40% de son trafic entre novembre et décembre 2023. Alors, trois conséquences. Première conséquence, vous avez une hausse de 114% du coût d'expédition d'un conteneur qui prend la route Shanghai-Rotterdam à travers le canal de Suez. Oui. D'accord? Et vous avez bien entendu des surcoûts au niveau du canal de Panama, ce qui fait que l'un dans l'autre, vous avez aujourd'hui des conteneurs qui reviennent à environ 3500, 3600 $. D'accord? Ça, c'est le problème fondamental. Et vous ajoutez les pertes financières régionales pour l'Égypte de 4 milliards en 2023 et de à peu près 200 millions de dollars pour le Panama. Voilà un peu la situation telle qu'elle se trouve au jour d'aujourd'hui. Et bien entendu, la croissance économique va être aussi perturbée par d'autres facteurs géostratégiques. Alors, je voudrais citer d'abord la relance de l'industrie manufacture chinoise. Pourquoi? Parce que les autorités ont pris note de l'essoufflement du modèle chinois en 2023 et début 2024. Modèle basé, bien entendu, sur l'immobilier, sur les projets d'infrastructure, sur l'exportation. 3 canaux de croissance qui sont totalement essoufflés, ce qui fait que la Chine aujourd'hui refocalise toute son attention et ses finances sur l'industrie manufacturière, mais l'industrie manufacturière basée sur les énergies nouvelles, c'est-à-dire les batteries lithium-fer, les voitures électriques, les panneaux solaires, etc. Ce sont d'ailleurs des secteurs où la Chine a énormément d'avance par rapport au monde. Notons l'ambition de la Chine. La Chine compte porter la part du secteur manufacturier basé sur les énergies nouvelles à 36% du PIB. C'est colossal.
C'est une ambition colossale et que les Chinois aucun pays au monde réaliser. ne peut prétendre pouvoir en faire autant, professeur. Absolument. Mais, à la différence des années 90 où l'expansion de la Chine n'inquiétait pas le monde extérieur, cette fois-ci, la hausse, cette ambition manufacturière dans des secteurs de pointe et d'avenir risque de déclencher une guerre commerciale, non seulement avec les pays avancés, oui, mais également notamment avec les pays en développement. Pourquoi? Même en développement, pour une raison toute simple, parce que tout le monde veut sa part du gâteau du secteur manufacturier, dans les énergies nouvelles, c'est là où la croissance se fait. Voilà un peu le point. Il y a aussi peut-être un autre paramètre. Oui, il y a aussi peut-être un autre paramètre à prendre en considération, c'est que ces investissements vont considérablement renforcer la compétitivité de la Chine au niveau de ses segments, peut-être, et inquiéter certains pays européens. La Chine a déjà une compétitivité dans ces domaines. Elle a déjà pris de l'avance. Tout le monde reconnaît que c'est le pays en pointe. Maintenant, aux autres pays, bien entendu, de concurrencer. Et c'est là où les risques de guerre commerciale au niveau de ce secteur peuvent se déclencher. Alors, dernier élément de géostratégie et qui va gêner la croissance. Professeur. Et qui, bien sûr, c'est bien entendu les tensions. Les tensions au niveau les tensions au niveau de l'océan Indien et de la mer de Chine, qui est un vecteur d'instabilité. Pourquoi? Je vais vous donner 3 ou 4 chiffres. La mer de Chine, c'est d'abord, elle abrite 8 des plus grands ports conteneurs du monde. Elle enregistre le passage de 15 millions de barils par jour au niveau du détroit de Malacca. C'est 30% du commerce maritime en Chine mondiale, c'est 10% de la production halieutique mondiale et c'est aussi des forts gisements de pétrole et de gaz naturel. La Chine ne veut plus de la présence américaine ni de la domination américaine. Donc, il y a un processus de réarmement, un processus de développement stratégique de la marine et il va falloir s'attendre, bien entendu, à des tensions géostratégiques qui risquent de déstabiliser un des pôles de croissance le plus dynamique dans le monde. Voilà un peu les points que je voulais mettre à votre disposition. Merci, professeur, pour cette très large et très riche, notamment chiffres entrés en matière. Alors, de mon côté, je vais vous rétorquer une déclaration de Endermit Gilles, économiste en chef et premier vice-président du groupe de la Banque mondiale, qui dit « Faute d'un changement de cap majeur, les années 2020 resteront dans les annales comme une décennie d'opportunités gâchées ». Quelles ont été ces opportunités gâchées, professeur Abdelrahim Ibsaha? Je sais pas, je ne voudrais pas être aussi pessimiste que nos amis de la Banque mondiale, pas du tout. Bon, je lui laisse la responsabilité de ses propos, de ses propos. Je pense qu'il y a effectivement des problèmes de croissance, il y a des problèmes d'inflation, il y a des tensions géostratégiques, mais il est dans l'intérêt de tout le monde de pouvoir travailler ensemble, de coopérer davantage, même si nous assistons à un monde géostratégique fracturé. Mais il y a aussi la possibilité pour chaque pays de mettre en place des politiques économiques qui soient adéquates, c'est-à-dire au niveau du plan du budget, au niveau de la monnaie, mais au niveau surtout des mesures structurelles pour essayer de se créer les conditions de la croissance. Maintenant, il est clair qu'on peut faire des prévisions sur 2024 ou moins 2025, mais vous le savez très bien, le monde évolue tellement vite, les tensions apparaissent et disparaissent, les difficultés économiques augmentent et baissent. Donc, je pense qu'on peut rester prudent et se caler sur 2024 et 2025. Maintenant, pour ne pas perdre cette décade qui déjà la moitié est perdue puisque la décade 2020 a coïncidé avec la pandémie qui a conduit à un phénomène du jamais vu. On n'a jamais vu une fermeture de l'économie mondiale. Mais nous comptons sur la mise en place de politiques économiques adéquates, d'une coopération internationale dans l'intérêt de tout le monde. Très bien, professeur. Alors, deux régions ou sous-régions parmi ces perspectives de la Banque mondiale arrivent à s'en sortir, si vous permettez cette expression, où on a l'Asie de l'Est et Pacifique qui tout de même devrait voir sa croissance reculer de plutôt à 4,5% en 2024 et 4,4% en 2025. Et comme nous l'avons présenté dans le sujet que vous venez de suivre avec nous,
L'Afrique subsaharienne qui enregistre une hausse à 3,8% en 2024, puis à 4,1% en 2025. Comment pourrait-on expliquer en quelque sorte ces perspectives de croissance pour ces deux régions? Je pense que pour ce qui est de l'Afrique subsaharienne, il est clair que c'est une région qui a de fortes difficultés et surtout un certain nombre de problèmes au niveau des politiques macroéconomiques. Je pense que si il y a un cadre macroéconomique adéquat qui puisse assainir les finances publiques, un cadre budgétaire à moyen terme, des mesures structurelles pour faire repartir bien entendu la compétitivité et la croissance, les circonstances pourraient s'améliorer, les projections pourraient s'améliorer dans le futur. En tout cas, pour 2024, il est attendu quand même un taux de croissance de 4, c'est-à-dire un taux qu'ils avaient réalisé en 2022. Certes, ce n'est pas un taux suffisant, il faut davantage. Bien entendu, il va falloir améliorer la compétitivité extérieure et les politiques macroéconomiques. Au-delà de 2025-2026, c'est un peu tôt pour lancer des projections, vu la complexité des facteurs en jeu et surtout la volatilité des marchés et surtout les tensions géostratégiques. Pour l'Asie, il est clair que ce n'est pas... L'Asie, c'est la zone de croissance internationale du futur, c'est la zone où il y a le développement des technologies, c'est la zone où il y a les superconducteurs, où il y a l'intelligence artificielle. Rappelez-vous que parmi les pays de tête de l'intelligence artificielle, vous avez le Japon, la Corée du Sud et Taïwan. Donc, ce sont des zones qui sont porteuses de croissance très forte, vu d'abord les politiques adéquates mises en place, le niveau d'épargne, mais il va falloir surveiller de très près les tensions géostratégiques, voir dans quel sens elles ne pourraient pas gêner cette croissance. Et là, je pense que les tensions géostratégiques vont se tendre davantage, d'autant plus que la Chine tient absolument à réaffirmer sa souveraineté sur Taïwan. Taïwan qui est je dirais, le pivot fondamental. Vous avez bien entendu d'autres pays qui vont, tels que le Vietnam, etc., qui vont bénéficier un peu du reflux des investissements directs étrangers au niveau de la Chine, de la part des investisseurs internationaux. Donc l'un dans l'autre, les perspectives de croissance sont beaucoup plus solidement ancrées que dans d'autres continents. Professeur, peut-être que nous allons terminer ce débat sur la situation en mer Rouge, plus particulièrement avec votre regard peut-être avisé sur ce que l'on pourrait avoir en 2024. Est-ce que le monde et l'économie mondiale pourraient tout simplement résister à un nouveau choc après ce que l'on a vécu en 2014, vous l'avez souligné, en 2019, mais également en 2022? Est-ce qu'une année 2024 qui serait peut-être un peu difficile et qui toucherait l'un des secteurs les plus sensibles de l'économie mondiale, c'est celui de la marine marchande et du transport maritime, car rappelons-le, l'économie c'est également du mouvement et ce mouvement est permis par l'activité du transport maritime qui, sans cela, il n'y aurait pas d'économie dans le monde. Est-ce que 2024, est-ce que le monde pourrait se permettre une autre année de perturbations intenses comme on l'a vécu en 2022 ou encore en 2019, pardon? L'avenir de la région et bien entendu de l'économie mondiale dépend de l'évolution de la guerre en Palestine. Cette guerre insensée qui est conduite par un gouvernement qui n'est absolument pas les pieds sur terre, avec des risques économiques et énergétiques et des risques pour la paix énormes. J'espère et j'ose espérer qu'il va y avoir une évolution favorable de ce conflit. Il va y avoir de cette guerre au moins une stabilité, une pause et surtout un plan de paix qui pourra permettre à tout le monde de reprendre la situation en main. Et nous n'oublions pas que si le conflit escalade, c'est tout le monde qui perdra. Oui. Il n'y a pas que l'Égypte, il n'y a pas que les pays de la région, il n'y a pas que les pays frontaliers. Toute la région pourrait s'embraser et avoir des conséquences économiques très graves pour l'économie mondiale. J'espère que des efforts diplomatiques sont en cours, même si ça paraît difficile, pour essayer de ramener, de créer les conditions d'une pause et d'un plan de paix qui puisse permettre à l'économie et surtout à la population palestinienne de vivre en paix et à l'économie de tenir bon parce qu'elle est déjà fragile au niveau mondial. Nous n'avons pas besoin d'un conflit encore plus meurtrier que ça.
Un mot, si vous le voulez bien, également, professeur, sur le changement climatique qui est présent dans ce rapport de la Banque mondiale qui stipule que les pays en développement devront augmenter considérablement leurs investissements jusqu'à environ 2400 milliards de dollars par an pour pouvoir lutter contre les effets du changement climatique. Où est-ce qu'ils trouveront ces 2400 milliards de dollars par an? Est-ce qu'il faudra passer par des investissements dans le secteur des hydrocarbures pour générer justement d'autres investissements dans le secteur des énergies renouvelables, ou est-ce qu'il faudra passer par l'endettement? Je dirais la transition climatique est absolument vitale. Il ne faut pas se voiler les yeux. Elle est là, elle est visible. Nous la voyons avec tous les dangers sur le plan, sur les inondations, les ouragans, des zones qui n'avaient jamais connu, je dirais, des perturbations climatiques et qui les connaissent à échéance régulière. Le problème qui se pose, c'est d'abord, la détermination sur le plan politique des pays et le financement. Le financement va être extrêmement lourd et là, il va falloir faire preuve de créativité au niveau de l'impôt, au niveau de l'endettement, au niveau de l'émission, je dirais, de bons verts pour pouvoir financer cette transition écologique qui est absolument urgente et qu'il ne faut pas reculer. Bon, en espérant aussi que c'est le point fondamental. Donc, il va falloir trouver des financements. Bon, il n'y a pas encore de solution très précise, mais il va falloir trouver des financements d'abord au niveau des pays avancés et surtout aider un certain nombre de pays moins avancés qui n'auront pas les moyens de financer cette transition écologique. Très bien, parlons un peu peut-être pour terminer cette fois-ci, de l'Europe, de l'Asie centrale. L'Europe et les pays en développement devraient connaître une faible croissance qui ne dépassera pas les 2,4% en 2024. Peut-être qu'elle remonterait à 2,7% en 2025. Vous avez parlé de quelques problèmes endémiques qui touchent ces pays, à savoir également celui du chômage qui frappe particulièrement l'un des moteurs économique de l'Europe. Il s'agit de l'Allemagne. Comment l'Europe s'est-elle retrouvée dans une telle situation, professeur? Écoutez, vous avez pointé sur l'économie allemande. L'économie allemande découvre, je dirais, de façon surprenante qu'elle est dépendante à 60% de l'énergie dans notre pays. Et il a fallu ce conflit en Ukraine, cette guerre en Ukraine pour, bien entendu, découvrir la fragilité de leur stratégie, de leur modèle de développement. Bon, il y a eu au niveau de l'Europe quand même un commencement. Ils ont commencé par prendre des mesures pour réduire la consommation, stocker, diversifier les fournisseurs de gaz. Bon, c'est un premier pas. Il va falloir continuer dans ce sens. Il va surtout activer et accélérer la décarbonisation du monde. Bon, les gens disent décarbonation. Je préfère le concept de décarbonisation. Donc, c'est là l'avenir de l'économie européenne et surtout, bien entendu, renflouer les économies, simplifier les procédures, prendre un certain nombre de mesures structurelles. Mais l'Europe, elle est aussi, je dirais, contrainte par sa configuration, son type de vote. C'est pas facile de faire avancer 27 pays où chacun a une voix prépondérante et qui peut bloquer le processus. Donc, il faut aussi qu'ils déterminent un peu le projet qu'ils ont. C'est un projet économique, c'est un projet politique. Faut-il continuer à faire des réformes? Bien entendu, c'est normal qu'il va falloir continuer à avoir des réformes. C'est bien beau d'avoir un taux de change unique. Ça permet de réduire les coûts d'opportunité. Encore faut-il avoir une politique budgétaire unique, encore faut-il avoir des mesures structurelles qui sont prises de façon cohérente. Donc, ils ont beaucoup de travail, ils ont beaucoup de pain sur la planche pour pouvoir faire avancer ce continent qui est énorme et qui doit bouger. Bon, je vais terminer avec une note. Rapidement, s'il vous plaît. Sans surprise, vous constaterez que l'Europe n'a pas inventé l'Internet, n'a pas inventé les plateformes sociales, n'a pas inventé l'intelligence artificielle, n'a pas inventé les voitures électriques. Donc, c'est un continent qui montre un peu toutes ses faiblesses, dues d'abord à sa configuration, à la nature des politiques, à sa dépendance sur le plan énergétique, etc. Beaucoup de travail pour le futur, pour peu qu'ils s'entendent tous. Voilà. Très bien, merci Abdelrahmane Bessaha, expert international en macroéconomie auprès du FMI et de la Banque mondiale. Merci d'avoir pris part à ce débat et d'avoir décrypté pour nous le premier rapport de l'année de la Banque mondiale sur la croissance mondiale. Mesdames et messieurs, c'est la fin des Pros de l'écho. Rendez-vous dès la semaine prochaine. D'ici là, excellente soirée sur Al 24 News.
قدم لكم هذا البرنامج برعاية موبيليس. موبيليس، معا نصنع المستقبل.